Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un échange avec Emmanuel qui a eu la gentillesse de se déplacer à mon domicile concernant le burn-out parental. Donc, on va s'attarder un petit peu plus sur ce sujet. Après, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu toutes les informations que j'ai pu glaner de mon côté. Et puis, Emmanuel va pouvoir partager son expérience. Voilà, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Donc je vais vous laisser nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé, comment le burn-out s'est déclenché et puis comment est-ce que vous l'avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre le burn-out parental et puis le burn-out, on va dire, habituel entre guillemets, dont on parle plus régulièrement. Je vais vous laisser nous raconter ça et puis on reviendra dessus après. Alors, pour me concernant, mon burn-out, je l'ai vécu sur plusieurs années. Quand je m'en suis rendu compte, les conséquences étaient déjà tombées. Alors, je vais essayer de commencer par ce qui a été le plus difficile pour moi. Les conséquences par rapport à ce burn-out parental a été que j'ai été obligée, on m'a conseillé de faire placer mes enfants. D'accord. Je suis maman d'une grande famille, j'ai eu la chance d'en avoir 7. Oui. Donc sur les 7, il y a 2 papas, dont mon premier conjoint, on a eu 3 enfants, et mon ex-mari, où il y a eu les 4 derniers. D'accord. Et il y a eu une sale affaire avec mon ex-mari sur son propre comportement, ce qui a engendré chez moi en fait beaucoup d'anxiété, de stress. En plus, je suis quelqu'un qui court toujours après la reconnaissance. J'ai toujours, étant donné que j'ai pas de carrière professionnelle puisque j'ai fait un choix de vie parentale, dans la société d'aujourd'hui, c'est pas très bien vu. Oui. Quand on est mère de famille et surtout de famille nombreuse, les gens vous le disent pas en face, mais on entend, même mes enfants connaissent cette phrase que le fait on fait des enfants pour la CAF, c'est grâce à la CAF, c'est grâce à ceux qui travaillent, le fait d'être à la maison, on est des feignasses, voilà, on entend toutes sortes d'insultes. Et c'est vrai que pour ma part, étant donné que moi j'ai toujours couru après ça, il fallait une perfection à la maison. Il fallait que la maison soit toujours clean. Quand j'étais avec mon ex-mari, il fallait qu'il en fasse le moins possible pour prouver que j'étais capable d'être une bonne mère, une femme exemplaire, une épouse exemplaire. Ce qui amène en fait à un moment donné à vous complètement vous oublier. Vous n'existez plus, vous n'existez qu'à travers vos enfants, votre mari, ça peut être vos parents, vos beaux-parents. Et à un moment ça craque. Un moment ça craque, un moment il y a des gens, là pour mon cas de figure c'était des professionnels, qui ont remarqué que je tenais sur un fil. Et que si ce fil cassait, c'est toute la famille qui tombait. Donc moi j'avais un peu la tête dans le guidon. Je fonçais, c'est comme un train en marche même, et il file à toute allure pendant tellement longtemps on n'admire plus le paysage autour. Et si ça déraille, c'est tout le train qui déraille. Et vous êtes la locomotive, vous vous êtes mis vous mettez plus de frein en fait, et là vous êtes à une vitesse effroyable, et au prochain virage vous savez que ça va pas le faire. D'accord. Donc et en plus de ça, mon ex-mari avait aussi un comportement, comment expliquer, étant donné que je gérais tout, ça le réconfortait lui, dans cette position où tout ce qui était contrainte dans la vie de couple ou dans la vie de famille, lui, il était libéré de ça, en fait. Ça l'arrangeait, mais c'est aussi dans ma position à moi qui ne l'autorisait pas à assumer aussi
à partager ses contraintes ou lui dire bah non, t'es aussi l'homme de la maison, je peux compter sur toi et en fait je comptais pas sur lui. En fait, voilà. D'accord. Grosso modo, donc la différence, est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre le burn-out parental et professionnel? Il y en a forcément, déjà ne serait-ce que par le lieu, les relations, mais il y a quand même au niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau du comportement, où on est à la recherche, on court après une reconnaissance, que ce soit pour moi familiale, pour d'autres professionnellement parlant, où on a besoin de prouver qu'on est capable, à notre patron, qu'on est capable d'assumer plein de dossiers. Enfin, je sais pas, là, je peux pas me permettre d'en parler, mais voilà, on a quand même ce gros point en commun entre le burn-out professionnel et celui de famille. Oui, oui, tout à fait, je confirme. Et du coup, votre ex-mari travaillait, lui, beaucoup ou est-ce qu'il Alors était beaucoup, il travaillait, c'était un ouvrier, en fait, il était salarié, il était paysagiste. À l'époque, nous, on vivait à Nice, en fait, on vivait du côté de Nice, parce que mon ex-mari est originaire de là-bas. Oui. Donc moi, il a vécu quelques temps dans la Sarthe, et puis l'opportunité s'est représentée qu'il a pu retrouver un travail dans sa région. Voilà, je me défie n'importe qui d'aller s'installer au soleil. Donc moi, à l'époque, je vivais à Sablé, on vivait dans la Sarthe, c'est pas du tout la même région, et l'opportunité était devant, et puis on a foncé, quoi. Donc c'est vrai que moi, je me suis éloignée de tout le monde, je me suis éloignée de mon père, les amis, j'avais construit des choses, parce que je suis pas d'originaire de la Sarthe, mais j'ai vécu les 3/4 de ma vie ici, donc on est parti s'installer là-bas, et donc j'étais proche de ma belle famille dans le sens physique, mais il y avait une relation surtout avec mon ex-belle-mère qui était assez toxique. Moi je vais le déterminer comme ça maintenant avec le recul, mais beaucoup de pression. Par exemple, je vais donner un exemple où on a l'avantage de Nice où il fait très chaud et l'hiver est assez court. Oui. Et j'étendais le linge le matin. Bon, à 11h, midi, le linge il était sec, quoi. Mais il y avait toujours ces réflexions. Alors elle ne les faisait pas devant moi, elle le faisait forcément auprès de mon ex-mari. Et elle disait, ah bah le linge, il est encore là et tout. Alors ça faisait peut-être 3 heures qu'il était étendu, quoi. Oui. Alors c'est plein de petits, c'est des pics tout le temps. C'est comme si on prenait une aiguille et on vous piquait constamment. À un moment donné, ça vous supportez plus rien, en fait. Le moindre truc, ça devient tellement douloureux que ça devient insupportable. Oui, c'est ça, c'est l'accumulation qui fait que... C'est ça, tout à fait. Donc, et en fait, moi, à l'époque, le burn-out, c'était pas du tout sur le plan familial. Je me suis dit, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister en tant que parents, enfants, hommes et femmes, mari et épouse, voilà. Donc, mais il y avait quand même des similitudes où je me suis dit, est-ce que c'est pas une espèce de dépression, une charge mentale? Maintenant, on commence à mettre des mots, en fait. Oui, effectivement. Oui. Bon, ça veut dire la même chose. Oui. Clairement, ils sont tous en train de mettre des termes différents en fonction d'eux. Non, c'est juste un type de comportement. Et ouais, ça a été... moi, il a fallu malheureusement que ça en arrive à une telle extrémité pour que mon train, je vais prendre l'exemple de mon train s'arrête, en fait. Il a fallu décharger tous les passagers. Donc il a fallu que les enfants partent de la maison pour que là, mon train se stoppe. Et que je me rende compte, moi je me suis retrouvée à l'arrêt et je ne savais plus où j'étais. Parce que j'avais tellement roulé, j'ai tellement filé dans ma vie, j'ai tellement fait les choses sous pression, toujours à la satisfaction de l'autre, que là, j'étais là, je ne savais plus où. Je ne savais plus quel était mon rôle, puisque mon rôle de mère m'a été suspendu. Oui. Et là, on me disait, oui, mais il faut s'occuper de vous. S'occuper de soi, c'est quoi? Ça voulait rien dire pour moi. C'était, pour moi, s'occuper de moi, c'était de s'occuper de ma famille, c'est-à-dire de s'occuper de mes enfants. J'avais cette impression que plus je m'occupais d'eux, plus ça donnait cette impression de m'occuper de moi.
ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout pas du tout ça. Ouais, complètement. Donc, voilà. Et du coup, cette pause-là, le moment où les enfants donc, sont partis de la maison, enfin, ils vous ont été retirés en fait, Ouais, c'est ça. Ça a duré combien de temps? Alors, moi, en fait, on me l'a proposé. On m'a proposé le placement des enfants parce que à l'époque, quand on commence à vous parler de ça, vous qualifiez ça, moi en tout cas, plus maintenant, mais à l'époque, je me suis dit, je suis pas une mauvaise mère, c'est pas possible. Bah oui, du coup, ça. Pour moi, l'ASE, c'était les mauvais parents, c'était ceux qui ne savaient pas du tout, c'était les parents maltraitants, c'était des parents ignobles, enfin, j'étais hyper dure dans ces propos-là concernant. En fait, je parlais de quelque chose que je ne connaissais pas déjà de base. Oui. Et en fait, non, c'est tellement vaste, il y a tellement d'histoires, tellement d'histoires de famille. Et donc, moi, j'en ai fait partie aussi. Et quand je prends un peu de temps parce que je remémore tout ça. Quand on me l'a proposé, j'avais accouché de mon 7e. Et en fait, mon 7e, j'ai fait un déni de grossesse. D'accord. Donc, et j'ai eu du mal à m'en occuper. J'ai eu du mal à m'en occuper parce que déjà, c'est un déni de grossesse, donc j'étais pas prête. Oui, j'étais pas prête de l'accueillir. Parce qu'on se dit, ouais, 9 mois de grossesse, c'est vachement important en fait, la grossesse. Ça permet vraiment de créer un lien avec notre bébé quand il arrive. Ouais. Et là, moi, je l'avais pas eu. Donc, ce qui faisait que quand mon fils est arrivé, je le faisais par automatisme. C'est-à-dire que je le prends, je lui donne à manger, je le change. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas du tout d'amour. J'étais comme un robot. Voilà, il a faim, il pleure, machin. J'allais le prendre un peu dans les bras, mais c'est pas moi qui le cajolais. Il y avait quand même vraiment beaucoup de distance. Ce qui faisait que... parce que je pouvais plus, en fait. C'était vraiment je pouvais plus. Je n'y arrivais plus. Et donc, forcément, les éducateurs, tout ça, au service, m'en avaient fait part. Et c'est difficile de l'admettre. De se dire, ah bah non, moi je tiens à mon fils. Il y a une espèce de je sais pas, d'hypocrisie quelque part où on veut pas dire non, je peux pas. Moi j'étais toujours dans la perfection, je voulais toujours tout soit. J'étais contrôlante en fait. Oui. J'avais toujours besoin, pour que ça me rassure, fallait que je contrôle. Et là je contrôlais plus rien. C'était et en fait j'ai jamais contrôlé en fait. Mais le fait de le reconnaître, ça a été très compliqué. Et ça a été compliqué aussi de l'accepter et puis de le soigner. Enfin, il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Et donc, c'est là qu'on m'a proposé. On m'a dit, vous savez, ça peut vous aider. C'est temporaire. Oui, il dit, c'est un placement temporaire. Parce qu'il savait que il n'y avait pas du tout de maltraitance. Du moins, là, je parle sur mon cas à moi. Oui. Il n'y avait pas du tout de maltraitance à mon égard, enfin, vis-à-vis d'eux et tout. Il n'y avait rien, au contraire. Mais quelque part, le fait de ne pas s'en occuper correctement et de me dénigrer complètement, parce que c'était ce qui était en train d'arriver, ne montrait pas le bon exemple aux enfants, qui, eux, à l'avenir, auraient certainement répété aussi quelque chose de similaire. Donc, au final, on me propose ça et au début, c'était catégorique, c'était hors de question, quoi. Ils sont cinglés. Et puis c'est plus facile de jeter la pierre chez l'autre, en fait. Je voulais pas trop admettre ma part de responsabilité et je mettais ça beaucoup sur ma belle-mère, qui était quand même pas mal chiante. Je vous l'accorde. Vraiment. Il y avait aussi sa part à elle, mais il n'y avait pas que elle, quoi. Mais c'était plus, ça me soulageait ponctuellement quand je disais que c'était la faute de mon ex-mari ou si je pouvais trouver un bouc émissaire, je le faisais. Voilà. Au lieu de dire, bah ouais, mais t'as aussi ta part à toi. Donc ça m'a fallu un peu de temps. Et un jour, quelques mois après, parce que quand on me l'a proposé, c'était en septembre-octobre 2018. Et la décision de justice, quand j'ai rencontré la juge des enfants, c'était le 22 janvier 2019. Non, je vous dis une bêtise. J'ai fait une erreur. C'était 2017 et je l'ai vue en 2018, la juge. D'accord. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le rapport,
j'avais mes 2 garçons qui étaient dans la salle avec moi, et mes plus grands étaient un peu en extérieur. Ils étaient juste à la pièce d'à côté. Ouais. Et en fait, j'entendais sans entendre. C'est un peu comme un bourdonnement. J'étais tellement fatiguée, Ouais. j'étais tellement usée par tout ce qui se passait, parce que cette histoire avait commencé depuis 2016, donc ça faisait déjà 2 ans. Et j'entendais rien, en fait, j'entendais parler, mais un peu comme si vous bouchiez les oreilles. Oui. Vous entendez du son, mais vous entendez pas net. C'est très... Et à un moment donné, c'est un peu comme si quelque chose s'éclaircissait. Et d'un coup, j'entends les éducatrices parler en disant que mon ex-mari a un comportement pas adapté et tout. Donc, j'ai pas de détails, mais c'est quelque chose de grave. Oui. Parce que je suis quand même dans un tribunal, devant un juge des enfants, avec des éducateurs depuis un certain temps. Et il y a une réalisation en se disant attends, s'il s'est passé quelque chose, pourquoi j'ai pas vu? Je suis à la maison, moi. Enfin, à la maison, je vois tout. Je suis censée tout voir. Et c'était pas le cas. Et là, ouais, là, j'ai pris enfin, c'est pire qu'une gifle, en fait. Clairement, c'est pire qu'une gifle. Et à ce moment-là, la juge, elle me regarde, ça me marque, en fait, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Et elle me dit, elle dit même aux éducatrices, elle dit, je partais pas pour un placement. Ça me fait trembler, là, rien que d'y repenser. Mais, et là, elle me regarde et elle me dit, vous en pensez quoi? Et je pense que cette phrase, je n'avais plus la force. C'était la phrase de trop. J'avais mon fils qui dormait. Je vais mettre Prenez votre temps. question de qu'est-ce que j'en pense. Et là, ça m'achève. On va dire ça comme ça m'achève. Et ça va très vite, hein, parce que mes pensées, elles sont très, très, très rapides. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est pas juste. Qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Qu'est-ce que mon ex-mari a fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et comme j'étais vraiment dans cette position de contrôlante, c'était dramatique. C'était devenu extrêmement dramatique. Et ça l'était. Réellement, c'était vraiment drame. Et donc, je me souviens, je me suis pas effondrée parce que j'étais tellement fatiguée que même pleurer, j'en avais pas la force. J'ai juste une larme qui est tombée. J'avais mon petit garçon qui avait 2 ans à l'époque, qui dormait sur moi, et j'avais mon petit dernier que j'ai eu en demi-grossesse, qui était dans le landau, qui avait 4 mois. Et puis les autres qui étaient plus grands, un peu plus grands. Et elle me dit, vous en pensez quoi? Alors c'est un peu vague, mais il me semble que je lui ai dit, c'est pas juste. Tout ça. J'ai juste dit, ouais, c'est pas juste. J'ai embrassé mon fils et j'ai dit, alors je vais être un peu vulgaire, je suis désolée, et j'ai dit, je veux savoir ce que Salaud a fait. Donc là, je nomme mon ex-mari, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché, que j'ai pas vu sur le plan familial, et là, je me dis, je peux plus. Moi, je peux plus. Là, j'ai besoin je me rends compte que là, j'ai vraiment besoin j'ai besoin d'être entourée, et j'ai besoin d'avoir des gens compétents pour gérer ça, parce que je n'ai plus la force. Donc, elle donne l'ordre. En fait, quand un juge, je sais pas si... quand un juge des enfants donne l'ordre, ça s'applique immédiatement. Donc, à peine vous sortez du bureau du juge, voilà, c'est donner l'ordre, les enfants partent. D'accord. Pour ma part, elle a donné donc l'ordre du placement, sauf qu'elle donne l'ordre à ce que le placement se fasse. Je me souviens de cette phrase, elle dit par contre, ça sera le plus doucement possible. Et elle me regarde dans les yeux et elle me dit par contre, ça sera pas sans douleur. D'accord. Ok, j'imprime le truc. Et paradoxalement, donc l'audience se termine. Je sors, je suis sonnée, je suis clairement sonnée, mais à la fois je suis soulagée. C'est assez... Voilà, je sais pas trop, c'est mitigé. En fait, je suis tellement déconnectée avec mes émotions que de ce qui peut apparaître, je ne sais pas trop si ça m'appartient. Je sais plus, je suis un peu comme marcher dans un brouillard, en fait. On va à tâtons, on voit vraiment pas trop ce qui se passe. Et là, c'est un peu cet effet-là. Je sors et là, je me dis, on va avoir de l'aide.
mais les enfants vont avoir de l'aide. Ça, Oui, mais oui. Et quelque part, je me dis, bah, peut-être qu'ils ont raison, que je sais pas élever mes enfants. C'est vraiment, ça balance ça va très à l'extrême en fait. Je n'arrive plus à le doser. Je n'arrive plus à jauger Oui, la vous discernez moitié. plus, en fait, Je sors du truc, et enfin de l'audience, et vraiment, je me dis, ouais, bah alors ils ont raison alors. Je suis pas une bonne mère. Je cherche plus. Voilà. Oui, il n'y a pas Je d'intermédiaire, en n'arrive fait. plus à faire Ouais. l'intermédiaire, de me dire, il y a plein de circonstances Oui. qui font que ça amène à cette situation, mais en fait, je suis tellement mal qu'en fait, je cherche plus à me casser la tête. Je vais à l'extrême et je me dis, en fait, je mets encore tout sur moi. Là, j'accuse plus personne. Voilà. Là, c'est vous, uniquement moi. C'est moi qui ai fait de la mouise. Enfin, j'ai rien assumé du tout. J'ai loupé le truc. Enfin, il n'y a que moi. Je deviens que responsable. Alors que ce qui n'était pas le cas non plus. Donc, on part. Je repars avec mes enfants. On s'en va. Les enfants, bon, bah, entendent. Mais ils savent qu'il va y avoir du changement, mais ils savent pas de quoi. Parce que bah, ça leur parle pas non plus, placement. Bah, oui. Ma fille aînée avait 14 ans, à peu près à l'époque, donc en pleine adolescence, truc terrible. Elle comprend qu'elle va partir de la maison. Donc c'est vraiment elle qui était aussi mon pilier à l'époque, qui capte vraiment, qui se dit, voilà, on va tous être séparés, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment elle qui capte le plus. Les autres, moins, parce qu'ils sont plus jeunes en plus, ils ont pas... Et ils avaient pas... c'est une grande famille, donc chacun avait un peu un rôle. Ma fille aînée, elle avait le rôle un peu de mon bras droit. Honnêtement, je le reconnais, elle me soutenait beaucoup. Alors que c'était pas du tout sa place non plus. Et donc elle a mûri beaucoup plus que les autres, et c'est souvent le cas des aînés en fait, un peu. Puis on est l'exemple des frères et sœurs derrière, oui, tout. Donc elle a capté ce qui s'était passé, mais bah, entre l'imaginer et le vivre, alors là on n'est plus du tout sur le même truc là. Et effectivement, la juge a tenu parole, puisque là on était au 22 janvier donc 2018, quand j'ai accepté la décision. Et donc ma fille aînée et mes 4 derniers sont partis le 29 mars 2018. Donc ils sont partis donc quasiment 2 mois après la décision de justice. Ils ont quitté les lieux, ils ont quitté le domicile. Il me restait donc mes 2 enfants. J'avais ma deuxième fille et mon fils aîné. Et après le 26 avril, donc ma deuxième fille est partie. Et début juin, c'est mon garçon. Donc entre janvier et juin, les enfants sont partis. Arrivé à juin, début juin, je me suis retrouvée officiellement toute seule. Donc je me suis retrouvée toute seule, voilà, vraiment dans l'essence du terme. J'avais viré mon ex-mari. Je l'avais viré bien avant ça. On s'était séparés officiellement en décembre. Donc d'accord. Tout s'est enchaîné. Hein. La séparation, passage de la juge, les séparations des enfants, et 6 mois plus tard, vraiment officiellement, voilà. Je me retrouve avec mon désarroi, ma grosse dépression, burn-out parental, je sais plus trop comment on qualifie ça, et vraiment, je me retrouve vraiment toute seule, là, officiellement. Quelque part, c'est un peu le reflet de ce que j'ai toujours été. Parce que je gérais tout toute seule, je comptais sur personne, je demandais de l'aide à personne, je voulais toujours prouver. Et là, c'est là que j'ai pris un sacré... Là, j'ai pris un réveil, là. Là, je me suis dit, voilà, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez même pas de réponse. Vous vous posez les questions et vous savez pas pourquoi vous l'avez mérité. Enfin, vous en voulez un peu à droite, à gauche, mais vous en voulez surtout à vous-même. Un sentiment de culpabilité énorme, monstrueux. Voilà. Donc là, c'est à ce moment-là où je me rends compte que là, il y a un truc qui va pas du tout chez moi. Mais vraiment un truc, il a fallu en arriver jusque-là, quand même, pour moi. Arrivé là,
Moi, j'ai eu de la chance, ou je ne sais pas si c'est de la chance, mais je n'avais pas d'interdiction de visite, en fait. D'accord. Alors, la juge, le but de la juge, elle me disait qu'il fallait que je me concentre sur moi, c'est-à-dire qu'il fallait pas que j'avais plus les enfants au quotidien. Mais elle savait qu'on était très fusionnels, Oui. on était très proches. En plus, une famille nombreuse, c'est encore très soudé. Enfin, ou du moins la nôtre en tout cas. Et donc, il fallait qu'on apprenne à être indépendants, un peu chacun de notre côté. Mais à la fois, il fallait pas détruire tout ça. Ça a été vraiment, c'était assez. Ça devait pas être simple quand même de choisir pour notre situation. Donc j'avais un droit de visite le samedi et j'avais un droit de visite libre. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de professionnels qui m'accompagnent. D'accord, ok. Ouais. J'avais pas besoin d'aller dans une pièce. J'ai déjà connu des parents qui ont eu des droits de visite médiatisés, par exemple. Oui. Mon ex-mari, par exemple, lui, il n'a pas pu avoir les enfants, il n'a pas pu s'approcher des enfants sans surveillance. Moi, j'ai pas eu ça du tout. Moi, j'ai eu... les enfants sont partis, mes premiers, donc ma fille aînée et les derniers, la semaine d'après, je les avais en droit de visite. Oui, d'accord. Ouais, donc il y a eu une séparation, mais un renouveau qui s'est ça s'est emboîté en fait. Oui. Donc un changement de vie radical, que ce soit pour eux comme pour moi. Et puis voilà, ça a suivi son cours un peu. On savait qu'on devait retrouver la juge quelques mois après, donc c'était un délai d'1 an, donc au mois de janvier 2019, voilà, ouais. Pour faire un peu le point, savoir comment s'est passée la séparation, comment ont vécu les enfants, comment moi j'ai vécu, tout. Donc, et là, ouais, là ça devient un combat, là ça devient un combat, mais à la fois faut pas être... Alors il y a des phases, enfin moi en tout cas je suis passée par des phases où il y a un peu la culpabilité qui vous ronge. Enfin, moi, ça m'a rongé. Oui. Et après, il y a la colère. Là, la colère, elle a été là un certain temps. Et là, vous en voulez, je dirais pas la planète entière, mais vous en êtes pas loin. Ou du moins à votre monde, à vous. Oui. À votre monde, à vous. Et j'en ai beaucoup voulu à mes parents, par exemple. Où je disais, oui, ils n'ont pas assuré, ou... il y a des choses que j'ai manquées, qu'ils n'ont pas su entendre, tout. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement facile de dire que c'est l'autre le responsable, plutôt que de dire, bah ouais, moi j'ai pas su non plus. Il m'a fallu un peu de temps. Mais ouais, j'ai été longtemps nourrie par la colère, énormément. Et puis, donc pas le choix, parce que le but c'est de ne pas recommencer, donc il fallait que je comprenne ce qui n'allait pas chez moi. Donc il faut aussi admettre que voilà, on a tort, et puis... Et donc là, j'ai commencé à contacter des professionnels parce que j'avais énormément de mal à aller voir un psy, parce que pour moi, dans mes croyances, un peu comme la ZEU... Bah oui, mais beaucoup de personnes... Et c'est surtout, je me disais, de toute façon, les psys, c'est pour les cinglés. Donc je suis désolée, c'est pas du tout le cas. Ou alors je suis une cinglée aussi, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, pour moi c'était vraiment des cas très particuliers et tout. Donc je me suis dit, je suis peut-être un cas très particulier, faut peut-être l'admettre. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Donc depuis le départ des enfants, 2018, depuis septembre 2018, je fréquente plus ou moins sur les 2 ans qui ont suivi, jusqu'au Covid à peu près. Ouais. Où j'ai mangé beaucoup de thérapies, toutes sortes. En fait, j'ai commencé à m'ouvrir vraiment sur plein de choses. Où j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé la psychobox, j'ai essayé l'échange à l'oral, je me suis remise au dessin, alors que ça faisait 20 ans que j'avais pas touché un crayon. J'ai vraiment essayé de tâter un peu. Le truc, c'est que ça a des conséquences aussi, parce que quand vous ressortez beaucoup de choses qui ont été longtemps enfermées, vous faites un pas en avant et vous reculez 3 pas en arrière. Faut être prêt à ça aussi. Et ça, moi, j'ai mis du temps à comprendre et à l'accepter, parce que je disais, mais c'est pas possible, moi. En plus, comme moi, j'avais pas fait de mal
Oui. Moi, je partais sur physique. Je me suis dit, c'est moi qui suis obligée de me soigner. Mais quand je me soigne, j'ai l'impression de reculer. J'arrive pas à avancer. Donc, ce qui faisait qu'au retour des enfants, il était toujours repoussé. Quand j'ai revu la juge en 2019, la juge, elle me dit, bah, écoutez, là, c'est encore trop récent. Donc, elle avait vu qu'il y avait eu du changement, qu'il y avait du travail, mais c'était tellement frais. Et ça, par contre, je me souviens, j'avais mal vécu déjà la première fois, mais là, je le sens. Comme j'étais dans une période de colère, alors là, c'était pas du tout acceptable. Et elle me dit, bah oui, là, on remet un placement pour 18 mois. Oh la vache, puis il faut l'annoncer aux enfants en plus. Il faut leur dire, bah non, pendant 1 an et demi, vous restez encore en famille d'accueil. C'était de la folie. Et puis mon ex-mari, il n'était pas présent. Mon ex-conjoint, ça faisait des années qu'il s'occupait plus de ses enfants, qu'il était aux abonnés absents. Mais il y avait un sentiment de colère en plus dans ce système où on ne court pas après les pères. Par contre, vous décarcassez, vous êtes avec votre malheur, votre burn-out, vous n'êtes pas bien, vous en faites jamais. Il faut toujours faire plus. Enfin, c'était ce sentiment-là, et c'est aussi une réalité. Parce qu'au bout de quelques années, quand est-ce qu'ils ont récupéré contact avec leur père, donc mes aînés, mes 3 aînés, je crois que c'est après Covid 2021, 2022, je ne sais plus trop, il est arrivé quand même comme une fleur, clairement, je suis désolée. Et après 11 ans d'absence, notre fille aînée avait 7 ans et demi, elle avait 18 ans quasiment, et il est arrivé, on lui a même pas demandé de se justifier. Alors que moi j'avais vécu tout ça, toute seule, j'avais essayé de les éduquer comme je pouvais, avec mes propres croyances, mon propre mal-être, et il est arrivé presque genre, d'ailleurs il m'a attaqué en premier en disant que s'il avait été là, ils n'auraient pas été placés. Effectivement, les choses auraient été différentes. Facile, ça, hein. C'est incroyable. C'était incroyable. Il y avait, c'était un truc. Et là, croyez-moi, il faut être solide. Parce que quand vous avez, justement, vous êtes en plein burn-out, ou charge mentale, qu'importe comment on la nomme, vous avez l'impression qu'il faut rester dedans. Vous êtes bien à l'intérieur. Pour les autres, hein, pour ceux qui... parce que ça... Vous êtes pas dangereux. Vous n'êtes pas dangereux quand vous êtes mal. Si vous avez le malheur de sortir la tête de ça, c'est... Là, ils se mettent tous à avoir peur. Et c'était ça, il fallait m'attaquer la première. Il fallait m'attaquer moi, surtout pour pas que j'attaque, parce que... En plus, moi, en plus, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai énormément de caractère. Et au final, il n'a pas gagné gain de cause, parce que même si la juge a rien, parce qu'on a quand même, il n'a pas payé de pension alimentaire, malgré tout. En plus, pas payé de pension alimentaire, et c'était à moi, de la flèche, d'emmener alors ma fille aînée était majeure, donc là, c'était si elle voulait le voir. Mais les 2 autres étaient encore mineurs, donc j'avais des devoirs encore vis-à-vis des enfants. Et j'étais quand même obligée de les emmener tous les 15 jours au Point Soleil au Mans. D'accord. Or qu'il habite au Mans. Donc, c'était lui qui était absent, c'est lui qui n'est pas venu, c'est lui qui les a pas éduqués, c'est lui qui critique, mais c'est à lui qu'il faut qu'on accompagne. Eh ben, dis donc, il y a de quoi... Donc, fallait être solide. Donc, moi, j'ai continué mes thérapies. J'ai continué à... En fait, j'ai découvert aussi la psychologie. J'ai trouvé ça passionnant. Alors, j'ai pas pris des livres, j'aime beaucoup les échanges. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Et j'ai appris à me connaître, en fait. Mais au début, ça a été compliqué parce que, par exemple, moi, reprendre une activité professionnelle, ça faisait des années que j'avais pas un bulletin de paye. Ça faisait des années que j'avais pas parlé avec un patron. De faire un entretien d'embauche, je savais pas le faire. Changer des couches, nickel, les yeux fermés. Mais un entretien, c'était pas possible, quoi.
j'étais complètement déconnectée du monde du travail. Donc il a fallu aussi, je me suis réinscrite au Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, je trouvais ça assez extraordinaire parce qu'ils avaient quand même beaucoup évolué. Oui. Et maintenant, ils proposent beaucoup d'ateliers, même pour réapprendre un CV, une lettre de motivation, un peu comme des cours en fait, quelque part. Donc, petit à petit, voilà, j'ai commencé à gagner confiance parce que, au début, le CV, je me suis dit, ouais, je mets quoi dessus? Je dis, mais je fais comment? Maintenant, on met les compétences. Oui. Tout à fait. Bon, moi, je gérais une entreprise à la maison. C'est tout comme. Donc, des compétences, j'en avais beaucoup, mais j'arrivais pas à les. Moi, en tout cas, dans ma posture à moi, comme j'étais pas encore très bien, j'arrivais pas à les identifier. Et c'est vraiment les gens, les aides, les professionnels qui me disaient, mais avec les enfants, ça demande une certaine organisation. Et quelque part, c'était, oui, mais les enfants sont partis. Finalement, j'ai pas organisé correctement. Mais tout de suite, ça peut revenir. Oui, d'accord, je comprends. C'était la personne, elle vous valorise, parce que le but, c'est de vous valoriser pour retrouver quelque chose ou un boulot. Et paradoxalement, moi, j'étais là, mais j'ai pas si bien organisé que ça, parce que, quand tu vois la gueule du résultat, c'est pas possible, quoi. Il y avait toujours une descente, en fait, quelque part. Et là, c'était pas l'autre, c'était moi-même qui me redescendait. Et c'est très futile. C'est vraiment... Ça peut vous démotiver sur un projet. D'un coup, vous vous mettez à avoir la patate, la pêche, ça vous rebooste. Et ce genre de pensée qui revient, donc c'est de vous-même, et d'un coup, tac, ça vous casse en fait. Et ça peut refaire descendre un peu le truc. D'un coup, ça vous démoralise dans la journée, vous n'avez plus envie de rien faire. Et en fait, c'est un cercle. Enfin, c'est vraiment, c'est ça qui est très. Moi, je parle là pour moi. C'est ça qui est très compliqué à arrêter. Quand quelqu'un, même encore à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2024. Alors, je me suis beaucoup renforcée. Je me suis beaucoup renforcée. J'ai encore des failles. Enfin, je sais que j'aurais tendance, si je me laissais peut-être aller, ou moins maintenant, parce que je me suis quand même bien blindée, avec tout ce que j'ai vécu. Mais par exemple, il y a peut-être 1 an ou 2, c'était encore fragile. C'était encore fragile. En même temps, c'est ça. Et moi, j'ai même mes enfants, maintenant qu'on grandit, qui commencent à faire leur vie. Moi, j'ai mes aînés, ça y est, ils sont tous majeurs. Et voilà. Et il y a un peu... Il y a forcément un retour des choses aussi, parce qu'ils m'en veulent, quelque part. Même s'ils disent, oui, on tient maman, machin. Il y a eu une séparation, c'est pas rien ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé. Et je sais qu'il y a quelques temps, ils avaient un peu cette tendance justement à dire, moi je suis pleine de défauts. Je suis pleine de défauts. J'ai pas fait... j'avais l'impression d'entendre soit mon père, ou soit mon ex-mari et tout. Et alors, il y a des fois, je suis un peu les réseaux sociaux aussi, comme tout le monde. Et j'ai été tombée sur un monsieur qui disait, il y a un passage où les enfants, surtout à un certain âge, quand ils rentrent dans la vie d'adulte, se croient un peu vraiment... Ils savent tout. Ils savent mieux que vous. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas fait les choses correctement. Puis ils sont un peu plus francs que moi, je l'ai été avec mon propre père. Et en fait, quelque part, apparemment, c'est gratifiant. Je sais pas trop le fait d'entendre des reproches. Et la personne disait que c'était gratifiant parce que quelque part, ils détruisent un peu cette image, dans le sens où c'est justement parce qu'ils n'ont pas de vécu. Il n'y a pas d'expérience derrière. Donc pour l'instant, ils roulent un peu des mécaniques. Voilà, c'est ça, ils se disent, de toute manière, voilà. Et arrivé à un certain âge, quand eux-mêmes, ils prennent leur propre indépendance, ils se rendent compte d'une certaine réalité, qu'ils se disent, au final, chez maman, c'était pas si mal que ça. Mais oui. Voilà. Donc, faut encaisser encore ce genre de... C'est vraiment des passages, en fait, des épisodes. Et là, il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai une de mes filles, je suis devenue grand-mère il y a 3 jours. Ah, félicitations. J'ai mon petit bout. Donc, j'ai ma fille qui a accouché et tout. Et par exemple, je suis passée la voir hier voir mon petit-fils. Et très stressée, quoi.
comme beaucoup de mamans. Moi, Oui. j'avais l'impression de me voir. J'ai eu ma fille, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et à un moment, ça m'a stressée parce que j'avais l'impression de me voir. J'étais vraiment en me disant, c'est ton premier, tu veux... Et je la voyais faire les choses, mais le plus parfaitement possible. Ça m'a renvoyé quelque chose un peu qui m'a dérangée, où je me suis dit, ouais, ça me touche encore, et je me suis dit, faut pas qu'elle rentre dans ce système-là. Si elle rentre dans ce système, à un moment donné, elle va craquer. Et en fait, ça va répéter quelque chose aussi. Moi, j'ai été longtemps comme ça, puisque c'est ce qui m'a coûté cher aussi, quelque part. Et donc, je l'ai rassurée, avec son compagnon, on l'a rassurée et tout. Et elle s'est mise à craquer, elle s'est mise à pleurer. Je dis, c'est bien, tu pleures, c'est bien. Parce que ça évacue, ça, tu gardes pas. C'est parfait. Et donc, elle a redonné le biberon, tout, ça s'est très bien passé. Et ouais, je me suis dit, voilà, il y a quelques semaines, elle me reprochait plein de trucs. Et là, c'est fini. Oui. Là, c'est fini. Oui. Le fait d'être d'un coup ce positionnement de parents, ça a réveillé beaucoup de choses et du coup, quelque part, une perfection. Où je lui ai dit, ton bébé, c'est lui qui va gérer. Être parent, on vient pas au monde en se disant, ça y est, je suis papa, maman. Non, on apprend à l'être. Ouais. Et justement, je veux pas j'espère ne pas avoir transmis un peu cet état d'esprit, on va dire ça, ou ce comportement. Bien que ma fille, elle l'ait aussi, parce que par exemple, dans ses études, elle a eu un CAP ébénisterie, donc ça demande de la pointure, c'est de la finesse, tout ça, et elle est quand même assez perfectionniste. Donc j'espère que quand elle va vieillir, elle va changer. Et voilà. J'espère que l'histoire qu'on a vécue, elle s'accroche un peu à ça et que surtout non, faut pas être parfait, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais après vous serez là aussi, c'est ça peut-être la différence, c'est que là vous êtes là aussi pour justement recadrer dans le bon sens du terme oui les et non, choses, parce que quelque part je veux aussi essayer de, enfin, pour moi faut qu'elle ait compris. Parce que ça veut dire que si je fais tout pour elle, déjà je lui rends pas service. Et justement, son compagnon, hier, tout de suite, il voulait... voilà, on a envie, quand on est en couple, surtout quand on est en couple, on veut aider l'autre, on veut... si tu sais pas faire, t'inquiète, je le fais. Non, faut pas faire ça. Moi, je l'ai longtemps fait. Mon ex-mari était dans cette position-là, tout comme moi, parce que je gérais tout. Et ça, non, c'est pas bien, parce que c'est pas sain, c'est pas du tout sain. Donc oui, je suis intervenue légèrement hier en disant, non, faut que Tamara, elle donne le biberon faut qu'elle se rassure en fait. Et ça s'est bien passé, elle a craqué un peu. Après, bon, elle est enfermée à l'hôpital. Premier bébé, c'est compliqué, c'est ça, quoi. Mais ouais, on verra à l'avenir, mais je pense que ils vont vivre leur vie en fait, tout simplement. Et oui, si je suis encore là, donc si la santé me permet, et puis s'ils ont besoin, ils savent que de toute manière ma porte sera toujours ouverte. Donc, et donc ils sont rentrés. Après, moi là, pour en revenir un peu pour le placement, il n'y a pas que des histoires tristes, il n'y a pas que des fins tristes en disant les gamins sont placés jusqu'à la majorité et tout. Moi, mes premiers... en fait, ils ne sont pas tous rentrés en même temps, parce que 7 enfants, c'est une énorme charge. C'est une énorme responsabilité, que ce soit même à deux ou tout seul. Et donc, mes premiers enfants, ce sont ceux qui sont partis en dernier. D'accord. Donc, ils sont rentrés pendant le Covid. Oui. Donc, ils ont été placés à peine 2 ans environ. Ma fille aînée a préféré ne pas rentrer. Elle est rentrée pendant quelques mois, le temps du confinement, donc ça nous a permis de recréer des liens, ou de renforcer des liens, mais elle les voyait, elle avait plus cette charge, elle avait peur que je lui remette quelque chose sur les épaules, et elle m'avait dit, elle avait peur aussi que je lui en veuille, or que je pense que si j'avais eu son âge, si j'avais eu sa vie, j'aurais fait exactement comme elle, je ne serais pas rentrée chez moi. Je n'aurais pas voulu, j'aurais eu trop peur que mes parents me remettent encore ce rôle d'aîné, qui est très difficile à gérer. Donc elle est rentrée, mais elle n'est pas rentrée officiellement. Elle a voulu vraiment prendre une autre en parallèle. Elle restait en contact avec nous, mais elle avait peut-être besoin de comprendre ce qu'elle vivait
avec d'autres jeunes. Oui. Parce qu'elle, c'est vrai que quand on vit quelque chose, on a l'impression que c'est épouvantable. Et puis elle a entendu d'autres histoires, sous d'autres formes. Et elle disait, ouais, lui c'est épouvantable par contre. Et elle a un peu, ça a tempéré en fait son histoire à elle en se disant, ouais, j'ai encore ma mère quoi. Alors qu'elle a entendu des adolescents qui n'étaient pas bien non plus, hein, mais qui n'avaient plus de parents ou qui n'avaient strictement rien à faire. Et ouais, ça a été pareil, elle est plutôt perfectionniste aussi. Et elle a appris à se libérer de ça parce que sinon c'est invivable quoi. Donc ça peut se transmettre, mais je pense que ça peut se transmettre cette façon de tourner en fait, de toujours de courir après cette reconnaissance, d'avoir la validation des autres, tout. Et plus tôt on s'en rend compte, plus tôt il faut s'en débarrasser. Clairement. Donc voilà. Ok. Et du coup, là, maintenant, à l'heure actuelle, comment vous vous sentez? Comment ça va dans votre vie? Vous avez réussi quand même à instaurer des choses pour vous ou pas? Alors, moi, donc, j'ai eu mes premiers qui sont rentrés pendant le Covid. Donc, ma fille est née. Donc, comme j'ai expliqué, elle est semi-rentrée, on va dire ça comme ça. Et j'ai encore mes 4 derniers. Et donc, mes 2 filles sont rentrées. Alors, les années passent vite. Hein. Elles sont rentrées il y a plus de 2 ans. Donc, en 2022. Donc, parce que moi, en fait, si vous voulez, l'avantage, pour pas repartir dans mes travers, donc j'ai continué les suivis psychologiques, tout ça, et j'ai été encore protégée par la juge des enfants vis-à-vis de mon ex-mari. D'accord. Et mon ex-mari avait encore des droits sur les enfants. Donc, comme il y avait des choses qui lui étaient reprochées, s'il avait décidé de me faire tuer, de mettre des bâtons dans les roues, il pouvait le faire. Mais tant que la juge des enfants était en positionnement, on était devenus intouchables. Il ne pouvait plus avoir accès ni aux enfants ni à moi. Donc ce qui a fait qu'il a fallu qu'on divorce, mais mon ex-mari a pris la poudre d'escampette, il a quitté le pays. Très courageux. Et il a quitté le pays, il est parti plusieurs fois dans 2 pays différents. Donc certainement pour fuir quelque chose, je ne sais pas. Et il est parti pendant plus de 2 ans au Cameroun. Lui, il s'est marié, il a eu un autre bébé avec une autre femme, mais on était encore mariés. C'est un truc. Donc moi j'étais en attente d'un divorce qui a fini par se faire, mais parce qu'il y a une loi, alors ça m'avait fait rire, parce qu'il y avait une loi qui était tombée, qui avait été proposée à l'époque, en se disant que les personnes qui vivaient alors à l'étranger, je crois que c'était un délai de 6 mois, ils avaient le droit aux allocs, ils avaient le droit au chômage, l'aide française, même s'ils partaient à l'étranger. Et ça, il y a une loi qui a changé, maintenant il faut vivre 9 mois en France, et donc partir que 3 mois à l'étranger et revenir, parce que sinon on n'a plus le droit à rien. Et je me souviens quand cette loi elle est passée, je me suis dit, oh il va revenir. Il va revenir, et s'il touche plus de son chômage, il reviendra en France. Et ça n'a pas loupé. Il est revenu, donc là il a fallu qu'il règle tous ses papiers. Ah oui, forcément. Moi j'avais, de mon côté, j'avais eu quand même du soutien au niveau de l'administration française, au niveau des impôts, parce qu'on était mariés, donc il fallait céder ses revenus. Donc il fallait expliquer, les enfants étaient placés, il y avait ça a été un truc de... Il y avait quoi, fallait être solide quand même, fallait supporter beaucoup de choses. Alors moi j'ai eu, au niveau de la dépression ou du burn-out, des fois ça montait, des fois ça redescendait. Hein. Pour avoir un équilibre, il fallait que ça fasse les deux. Oui, c'est ça. Au moment où j'allais bien, c'est là qu'il fallait que je mette au taquet. Mais je savais que j'allais payer la note derrière. Et là, il suffisait que pendant 3-4 jours, j'étais démoralisée, j'avais envie de baisser les bras, j'avais envie de tout envoyer promener. Et ouais, ça a été comme ça vraiment pendant plusieurs mois, voire quelques années et tout. Donc les enfants, alors, sont rentrés. Les filles, donc on a fini par divorcer, enfin, on a réussi à divorcer et tout, il y a plus de 3 ans. Et donc à partir du moment où on a divorcé, la juge des enfants s'est retirée. Elle a dit, vous êtes à l'abri, monsieur n'a plus aucun droit, donc il ne peut plus vous atteindre, même sans juge.
Et il ne peut plus avoir le droit, même un coup de téléphone, il n'a pas le droit d'en donner un. D'accord. Actuellement, Oui. enfin, depuis quelques années. Donc là, on doit repasser encore, voilà, c'est la CAF, tout ça, il y a encore, ça renouvelle. Donc il faut refaire des demandes. Donc nous, on est à l'abri. Donc les filles ont pu rentrer. Mes deux filles, donc à l'époque des faits, les filles, elles avaient, attendez, ça fait 7 ans et 5 ans à l'époque du placement. Ouais. Donc elles ont été placées pendant 3 ans. Donc ça fait à peu près 10-11 ans pour la plus grande. Donc elles sont rentrées, ça n'a pas été simple, pour surtout ma quatrième, où il y avait, ça a été plutôt compliqué, son comportement, tout, ça n'avait pas été simple. Là ça va mieux, Oui. Elle a 14 ans, elle a grandi et tout, elle a vécu des choses aussi, voilà, elle fait son expérience qui fait que ça apaise aussi. Mais j'ai mes 2 petits garçons, donc mon petit garçon de 4 mois, et puis mon fils qui avait 2 ans, donc maintenant qui ont 8 ans et 7 ans. Et ils sont en retour. Ils sont encore en cours, en fait. Il y a encore la famille d'accueil qui est présente. La famille d'accueil, les garçons y vont à peu près 2 soirs par semaine. D'accord. Le reste du temps, ils sont à la maison. Et moi, quelque part, je voulais vraiment prendre le... Pour mes derniers, ça a été plus long. Pas parce que je ne voulais pas d'eux ou quoi que ce soit, c'est que je voulais vraiment que les choses se fassent vraiment bien. Je voulais que moi, j'aille bien. Parce que la relation avec mes garçons, ça a été compliqué. De construire quelque chose à distance, c'est pas simple. Surtout quand vous cherchez toujours les choses, que ça soit bien fait et tout. C'est compliqué de sortir de ça. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est un travail presque tous les jours, en fait. C'est un peu comme faire attention à son alimentation. Si vous vous laissez aller, vous prenez du poids ou vous en perdez, tout dépend de la relation que vous avez. Si vous n'êtes pas conscient et que vous faites pas gaffe, c'est... Donc les enfants sont rentrés. Donc il y a cette reprise en charge qui est massif, encore, qui est revenue, parce qu'on s'habitue. Enfin, moi, je me suis habituée quand même à ne plus les avoir au quotidien. Tous, parce que j'ai découvert, c'est à la fois terrible de parler comme ça, mais j'ai découvert une liberté que j'avais pas eue depuis très longtemps. Et de se dire, oh là là, les enfants vont revenir, c'est-à-dire que cette liberté, elle va encore réduire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de reconstruire tout ça. À l'heure actuelle, je suis encore fragile. Même si voilà, je me suis renforcée, j'ai encore des phases où je me dis... Par contre, je vais avoir une façon de fonctionner qui est différente. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de me baser sur leurs envies à eux, ou leur bien-être en priorité, elle est toujours prioritaire, mais elle ne passe plus avant moi. C'est-à-dire qu'elle est au même niveau que moi. C'est-à-dire que si je veux quelque chose, je vais aussi prendre la réflexion sur mes enfants en me disant est-ce que ça peut pas attendre, est-ce que ça peut attendre, ce qui quelque chose ne se faisait pas, mettons, il y a 4-5 ans. Oui, d'accord. Et c'est vraiment il y a cette réflexion que j'avais pas autrefois qui a changé en fait. Mais c'est un travail de tous les jours. Parce que je pense que le burn-out, que ce soit professionnel ou familial, vous pouvez changer d'entreprise. Si vraiment vous ne faites pas attention à vous-même, vous répétez un schéma. Vous pouvez être dans n'importe quelle entreprise ailleurs, un truc à distance de 100 km. Si vous entretenez pas une estime de soi, c'est mort. Vous répéterez les schémas. Vous retomberez toujours sur le même type de personnes qui vous harcèleront ou vous-même, vous allez vous harceler vous-même. C'est un peu ça, c'est de l'harcèlement soi. De l'autodestruction quelque part. Oui, c'est ça. En fait, on se harcèle de soi-même, en fait. On est dur comme je vous dis, la personne de France Travail qui m'avait dit ah bah oui, mais vous avez de l'organisation, parce que cet enfant, il faut gérer et tout, machin. Et vraiment, le coup, vraiment, dans les secondes qu'on suivit, où je me suis dit, bah non, pas tant que ça, parce que... tu vois la gueule de ma famille. Or que ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à faire là-dedans, quoi. Et c'est vraiment en se disant bah oui, je suis organisée, c'est vrai. Je fais de mon mieux. Enfin, voilà, c'est surtout cette phrase-là qu'il faut retenir. C'est de faire je l'ai même dit à mes enfants, j'ai dit vous aurez toujours plein de choses à me reprocher. Tout comme mes parents, j'ai aussi passé cette phase de colère où je leur reprochais énormément de choses parce que je me disais ils ont pas assuré, quoi. Et j'ai même coupé un peu les ponts avec mon père, tout, parce que mon père avait une façon de fonctionner qui me convenait plus du tout.
J'ai appris aussi des trucs sur mon passé. Par exemple, je connaissais pas la vie de mes parents. Enfin, en soi, même leur rencontre. Oui. Mes parents me l'avaient jamais raconté et tout. Donc c'était assez drôle parce que c'était bizarrement assez similaire avec la rencontre avec mon ex-mari. D'accord. Quand ma mère elle m'a raconté, elle m'a dit bah oui, j'ai connu ton père sur les petites annonces dans les journaux là à l'époque. Oui. Je suis ah bon tout parce que ma mère elle venait du Calvados et mon père était de la Haute-Normandie. Donc il y avait quand même pas mal de kilomètres qui les séparaient. Mon père était chauffeur de car pour les voyages. Et ma mère, elle me raconte ça. Elle me dit bah oui, ton père est venu me chercher de la région. Il m'a installé dans la Haute-Normandie et tout. Ah ouais. Je suis ah bon. Et je dis, alors je me souviens à l'époque, ça m'a fait rire parce que je dis bah c'est bizarre, mon ex-mari, enfin Julien, je l'ai connu par le biais d'internet. Donc ça remplace un peu les petites annonces, ça, ouais. Et lui, il était d'une autre région aussi, et il est venu s'installer dans la région de la Sarthe. Et après, moi, je suis partie. Et au final, il y avait des similitudes. Et à la fin, ouais, c'était assez passionnant parce que je me suis dit, des fois, on répète vraiment des comportements ou des schémas. Et ouais, c'était assez. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses dans tout ça. Et c'est des choses qui se sont apaisées aussi, où je me suis dit, bah ouais, mes parents, ils ont fait de leur mieux. Et oui. Ils ont fait de leur mieux, tout comme moi j'ai fait de mon mieux. Donc quand on parle vraiment de cette façon, quand on cherche plus la perfection et surtout pas la reconnaissance de l'autre, bah là vous répétez plus rien en fait. Vous êtes authentique, vous restez authentique là. Oui. Donc voilà, s'il y a un conseil à donner, c'est bien ça. C'est un beau conseil en tout cas. Voilà. Sacré courage en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage. De rien. Un très beau témoignage et puis c'est vrai que par rapport au conseil que vous donnez du coup, je pense que ce sera entendu et ça va certainement aider si ça peut, ouais, si moi c'est pour ça que il n'y a pas de problème, moi je peux donner mon prénom, s'il y a des gens qui veulent partager un peu le même style d'histoire ou qui sont dans cette situation-là, qui se trouvent identifiés à se dire bah ouais, je suis en plein dedans, moi je sais pas comment, parce qu'on n'est pas aidé, hein. Honnêtement, alors c'est paradoxal parce que on est dans un pays où on a beaucoup d'aide. Oui. Il y a beaucoup d'ateliers, mais c'est assez similaire. Que ce soit dans n'importe quel domaine, les ateliers qu'on vous propose sont assez semblables. Mais quand vous voulez un truc très particulier, bah bizarrement, il y a rien. Il y a rien. Et là, dans ma situation à moi, de celle des enfants, il n'y a pas d'aide. Vous êtes parents, vous vous démerdez. C'est à vous de... Moi, je me suis soignée toute seule. Dans le sens où c'est moi qui ai fait les démarches auprès d'un psy. C'est quand même moi qui ai payé aussi les psys. C'est pas remboursable. Voilà. Celui qui n'a pas les moyens, c'est très... Je sais pas comment... Il y a le CMP. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai testé le CMP. J'ai testé vraiment pas mal de choses. Le CMP, c'est gratuit. Par contre, vous avez des listes d'attente qui durent, elles sont longues comme le bras. Et les consultations, elles sont très ponctuelles, ça dure 30 minutes. Et vous, si vous voulez quelque chose de profond, alors je ne le dénigre pas. Mais il faut tester, il faut le faire. Il faut y aller, il faut tester, il faut essayer de rentrer dans le système pour essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut porter ses fruits, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour mon cas de figure, on faisait trop de surface en fait. Et moi, je voulais la profondeur. Moi, je voulais vraiment changer au cœur. Je voulais pas, voilà. Donc, si ça peut aider, des gens dans le même cas de figure ou qui se sentent touchés ou qui connaissent quelqu'un aussi. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on a des proches qui savent pas. Qui sont témoins de quelque chose, d'un ami ou d'une situation, et puis qui n'osent pas faire quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas trop, on ne veut pas se mêler des affaires des autres, des machins. Mais des fois, on ne demande pas d'aide. Les gens qui sont touchés par le burn-out, que ce soit sous n'importe quelle forme, c'est des gens qui ne demanderont jamais d'aide. Ils ne viendront jamais à votre porte et ils ne viendront pas vous voir en disant « j'ai besoin de toi ». Il faut forcer. C'est de dire, je vois que ça va pas, je sais que ça va pas, bon sang, réveille-toi et viens me voir, je peux t'aider. Il faut le faire, faut y aller. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'attrape qui... ça a été en quelque part, ça a été un peu ça.
puisque ça a été fait par des professionnels. Oui, mais... C'est mon comportement qui a donné aussi à la base une alerte auprès, par exemple, moi, ça a commencé par l'enseignante de ma fille. Ça a été dans la maternelle où j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. Oui. Et physiquement, je ressemblais plus à grand-chose, hein, clairement. Et elle s'est dit, oh là là, elle dit, mais la maman, ça va pas en ce moment-là. Il n'y a personne qui bouge. Elle connaissait mon ex-mari et tout. Et donc, quand elle a fait un signalement, elle me l'a dit. Oui, d'accord. Elle est venue me voir. Elle m'a convoquée. En fait. Elle m'a convoquée. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, je suis inquiète pour vous. Elle dit, j'ai peur que vous tombiez. Donc, j'étais là, au début, tout de suite, elle dit, ah bah, sous ma gueule ou quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi elle me fait ça? Parce que tout de suite, un signalement, on s'imagine, c'est quelque chose de dramatique, c'est d'urgent. Et elle m'expliquait qu'il y avait 2 types de signalements. Donc, il y a le signalement où on peut en parler aux parents, parce qu'il y a une situation qui peut être aidée assez rapidement. Puis après, on a le signalement le plus grave, où là, on ne dit rien en personne. Bien sûr, et là, c'est les autorités qui prennent le relais, et puis voilà. Bon, moi, j'ai eu les deux, donc ça s'est vite fait. J'en ai eu un pour moi, où on m'a prévenu, et on a eu un signalement vis-à-vis de mon ex-mari, où là, on n'a rien dit. Et en fait, sans le savoir, je me suis trouvée embringuée dans le signalement de mon ex-mari, puisque ça a touché toute la famille. Et puis bah là, vous en voulez à la Tarentine. Ouais, non. Et c'est vraiment parti de ça, de base. Il faut pas hésiter. Si vous êtes témoin de quelqu'un qui n'est pas bien, faut y aller parce que lui, il viendra pas à vous. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'il faut en parler aussi, effectivement. Et c'est le but aussi de pouvoir partager tous ces témoignages pour que les personnes puissent, sur les vidéos aussi, commenter et puis demander éventuellement de l'aide. Mais on en reparlera après. Mais il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir. Je connais ce sentiment de honte aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on veut pas. Parce que moi, quand j'ai repris une activité, je l'avais repris en 2019, donc c'était assez proche de ce qui m'était arrivé. J'ai travaillé pour une société au service de la personne. Ma responsable, elle n'a jamais su que les enfants étaient partis. D'accord. J'ai fait en sorte que mon planning fonctionne comme si mes enfants étaient là. Oui, d'accord. Donc, c'était pas pour lui mentir, hein, c'était parce que je voulais préserver déjà cette intimité qui était très personnelle et qui était très frais. Et je me suis dit, je veux pas de regard mauvais, ça va pas m'aider. Si on commence à me regarder de travers, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Donc, sentiment de honte, je connais. Il m'a fallu du temps aussi pour commencer à accepter de dire, bah oui, voilà, je suis une maman où les enfants ont été placés. Donc, et je reconnais aussi mes torts. Il y a des choses il y avait des réactions chez moi qui n'étaient pas, c'est pas acceptable, mais disons, qui étaient à modifier en fait. Qui avaient besoin d'évoluer. Et ça demande énormément de travail. Et effectivement, il y a des gens, des professionnels, des gens qui peuvent vous écouter. Et les proches, ils veulent que que du bien. Et c'est à la fois toxique. Parce qu'en fait, ils vont pas... on se sent mal quand on voit notre proche qui va pas bien. Donc, on n'est pas honnête. Et en fait, on n'est pas authentique. Sur une situation, et généralement les proches ne sont pas les meilleurs conseillers. Il faut prendre une personne extérieure. Voilà. Mais si vous êtes, si les gens, il y a bien un conseil à prendre, c'est si vous êtes vraiment témoin sur quelqu'un qui est là, tête baissée, qui pense pas à lui, là par contre, faut l'arrêter. Faut vraiment l'arrêter. Moi, faut pas hésiter, ça c'est clair. Ok, très bien. Merci beaucoup Emmanuel, en tout cas pour ce témoignage poignant quand même. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci.